Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre fondateur du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Le soir des élections européennes, vous avez déclaré sur Twitter que la gauche de la gauche est un champ de ruines. Du coup, qui va défendre les travailleurs précaires, les chômeurs, les femmes, les jeunes, les quartiers populaires, les salariés de la Poste ? Tout cela, les exploités, les opprimés, n'ont pas forcément besoin d'organisation pour se défendre. Elles peuvent se défendre elles-mêmes. Le vrai problème, c'est qu'on est dans une séquence où il y a des luttes sociales éparpillées. On le voit sur les licenciements avec General Electric, on le voit sur les services publics, on le voit évidemment avec cette mobilisation inédite et qui perdure depuis plus de 6 mois, qui est celle des Gilets jaunes. Et le problème, c'est le décalage politique et notamment électoral avec la séquence européenne qu'on vient de connaître. Et une gauche de la gauche qui est en effet en ruine. Donc tout le dilemme, il est là, c'est qu'on peut même imaginer que dans les semaines et dans les mois à venir, on ait encore des luttes, donc des exploités, des opprimés qui se défendent eux-mêmes, mais sans forcément de corollaire politique. Donc on est en plein dans ce que mon ami camarade Daniel Ben Saïd a appelé la discordance des temps, c'est-à-dire le fait que le temps social et le temps politique sont par accord, et l'enjeu c'est de faire en sorte d'en faire un minimum une synthèse. Comment vous expliquez la contradiction entre justement le caractère inédit de la mobilisation sociale qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant et le fait que lors d'une échéance électorale, ceux qui raflent la mise, c'est le Front National, enfin Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Je crois que la force de tout cela, c'est notre faiblesse à nous, c'est notre faiblesse au niveau politique, c'est-à-dire que il y a évidemment le fait que les organisations y sont allées en ordre dispersé, mais aussi le fait peut-être qu'il y a eu un rendez-vous loupé qui était un rendez-vous social avant d'être un rendez-vous politique, qui était justement cette mobilisation des Gilets jaunes. On n'a pas été foutu de se coordonner un minimum pour agir ensemble, alors que les uns et les autres, avec des nuances, mais on était quand même, je crois, la plupart en tous les cas, à dire que c'était une mobilisation inédite, peut-être pas chimiquement pure, mais en tous les cas explosive, qui ramenait sur le devant de la scène politique et sur la table des questions essentielles, comme la répartition des richesses, les questions démocratiques. Donc il y a eu un manque de coordination permanent, et je crois que ce dont on a besoin maintenant, c'est peut-être d'en tirer les leçons et d'établir une coordination permanente de la gauche en lutte, c'est-à-dire le fait de se fédérer de manière structurée, permanente, à toute licence en art. Ça peut être, je sais pas, un collectif, un comité avec des collectifs locaux, mais où on se voit régulièrement pour au moins voir tout ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut contribuer justement à ces mobilisations, essayer de leur léguer un minimum notre expérience, et puis du coup, aborder les discussions politiques unitaires à partir d'une pratique plutôt qu'à partir des calculs électoraux, avec les volontés hégémoniques qui quand même planaient, et planent encore, je crois, sur une partie de la gauche radicale. Ça a un sens encore pour vous, le mot gauche ? Ça a un sens parce qu'historiquement ça en a un, c'est une notion qui est discréditée du fait des politiques de gauche qui ont été menées et qui ont été des politiques de droite. Maintenant, au-delà des labels et des notions, la vraie question c'est ce qu'on cherche à substituer à la place, qu'on soit dans une nouvelle séquence sociale et politique et qu'on assiste à un tournant, c'est évident, mais on peut pas, on peut pas effacer les fractures politiques qui ont un sens. Et puis qui ont un sens depuis des décennies et des décennies. Donc le problème, c'est comment, à partir de cet héritage politique-là, de cette réalité-là, on peut réussir à combiner le neuf et le vieux. C'est une vieille problématique, cette volonté dialectique, mais il n'y aura pas de raccourci possible. Et je crois qu'il y a eu peut-être une tentative, une volonté justement de faire des raccourcis, de penser justement qu'on pouvait enjamber la lutte de classe, enjamber les fractures de classe, à ne plus parler finalement que d'un seul sujet qui aurait été homogène, qui serait celui du peuple contre les élites. Et ça, je crois que ça ne fonctionne pas non plus. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne ? Il faut être aussi un peu humble. Justement, je pose souvent la question, mais j'ai envie de vous la poser aussi. C'est quoi l'alternative entre d'un côté le populisme de gauche et de l'autre l'union des gauches, entre fédérer le peuple ou fédérer la gauche ? C'est ce que moi j'appellerais, mais là aussi, il ne faut pas s'arrêter, faut pas faire une fixette sur les étiquettes. Moi, je pense qu'intuitivement, il y a des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes, et notamment des militants politiques, des militants syndicaux, associatifs, écologistes, des militants de quartier, qui se sentent dans un espace politique que j'appelle moi anticapitaliste et internationaliste. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est-à-dire la volonté de dire qu'il y a une réalité de classe dans ce pays. Avec Macron, j'en fais pas des tonnes, mais on a compris dans quel camp il était. Et puis il y a aussi la volonté de ne pas se recroqueviller sur soi-même et de continuer à tendre une main fraternelle aux autres peuples, aux autres exploités, aux autres opprimés. Et ça, je pense que cet espace politique, il existe au-delà même des organisations. Donc comment occuper cet espace-là ensemble ?
bah, c'est peut-être en faisant comme Rosa Luxembourg nous y incitait il y a déjà longtemps, c'est-à-dire là aussi sans raccourci, le faire par le bas plutôt que par le haut, sur la base d'une pratique, mais sur la base justement de la volonté de faire en sorte qu'on améliore le rapport de force entre les classes sociales. Et là, on a voulu aller plus vite que la musique, avec peut-être une illusion électoraliste qu'on peut comprendre. Il y a eu la dynamique électorale au moment de la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, le problème, c'est que la lutte de classe, elle est comme elle est. Et c'est pour ça qu'une nouvelle fois, je crois que cette proposition unitaire, elle a du sens, peu importe qui l'amène. Tous ceux qui disent qu'aujourd'hui, il faut apprendre à se reparler, à rediscuter, je crois qu'ils ont bien raison. Mais il faut le faire sur la base d'une pratique, et d'où cette proposition d'une coordination permanente, d'une fédération, on l'appelle comme on veut, je m'en fous en fait. Vous dites que peu importe qui l'amène, mais vous dites aussi que donc, il faut fédérer les forces anticapitalistes et internationalistes sans calcul hégémonique. Sans calcul hégémonique, ça veut dire que la reconstruction, elle ne peut pas s'opérer autour d'une force, d'une formation, comme a tenté de le faire la France Insoumise, ou comme tente de le faire aujourd'hui Europe Écologie Les Verts. Oui, et puis comme peut-être nous, toute proportion gardée au NPA, on a eu tendance peut-être à l'imaginer au moment de la fondation du NPA. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir simplement un développement linéaire et permanent autour d'un seul courant, d'une seule figure, d'une seule mouvance de pensée. Ça n'existe pas, parce que ça ne correspond pas à la réalité politique de ce qu'est aujourd'hui la gauche radicale et des forces anticapitalistes. Et puis surtout, ça ne répond pas à l'urgence telle qu'elle est. Là, par exemple, dans la séquence des Gilets jaunes, on a eu pendant 6 mois, plus de 6 mois, des personnes qui se sont politisées sur les ronds-points, dans les manifestations, les tentatives de coordination, et qui ont appris en 6 mois ce que d'ordinaire on n'apprend pas dans une vie tout entière. Donc cette vague de politisation, elle doit nous interpeller et dire qu'il faut tout remettre à plat. Voilà, tout remettre à plat, ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi, cette mobilisation, mais moi j'ai tendance à croire qu'on a changé. Il y a un cycle de lutte qui a vécu, c'est-à-dire le cycle de lutte de classe tel qu'on l'a connu depuis en gros le milieu des années 90, c'est-à-dire un peu construit autour du calendrier des grandes journées d'action syndicale qui étaient parfois débordées par des grèves reconductibles, des mouvements de la jeunesse, comme on l'a vu en 95 avec le plan Juppé, comme on l'a vu en 2006 avec le CPE. Il a vécu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus, on va continuer à avoir ce type de modalité d'action, mais là on voit que bon, y a autre chose qui est en train d'exploser, parce que quand bien même il n'y a plus de perspectives politiques, ou que ces perspectives politiques ont du plomb dans l'aile, la lutte de classe, elle continue à exister, parce qu'elle existe du fait d'abord et avant tout des assauts des politiques capitalistes. Donc le problème, c'est une nouvelle fois, c'est ce raccord-là. Et la traduction, elle ne peut pas d'abord être électorale, encore moins électoraliste, mais politique, c'est-à-dire apprendre à agir ensemble, intervenir ensemble, à se structurer, y compris dans ce mouvement-là. C'est tout bête, on a tenté de le faire de façon un peu embryonnaire, ça a fonctionné un minimum au mois de décembre, mais c'est construire des pôles qui permettent à ceux qui se sentent pas forcément à l'aise dans ce type de mobilisation parce qu'elles sont nouvelles, de se dire finalement ouais, j'en suis aussi et je peux y aller tranquillement par exemple. On va avoir un agenda social qui va être quand même suffisamment dense à la rentrée. On entend quand même le discours d'un côté, la France Insoumise qui appelle à la création d'une fédération populaire, les écologistes qui appellent à un grand rassemblement autour de la question de l'écologie. Vous appelez à une coordination unitaire justement pour faire face à ces luttes. On a quand même l'impression que tout ça part chacun dans son sens, non ? Chacun dans son côté. Bah nous, on n'est pas dans le même type de proposition. Je crois qu'Europe Écologie Les Verts, ils veulent refaire le coup qu'avait fait Cohn-Bendit globalement à l'époque. Bon, bah, bonne route. Le problème, c'est que sur le fond, il y a aussi un désaccord politique majeur. C'est est-ce que oui ou non, la lutte contre le réchauffement climatique et de façon générale, la survie de la planète, des espèces animales, c'est compatible ou pas avec l'économie de marché? Bah, nous, on pense que non. Voilà, et je pense qu'on n'est pas les seuls à le penser dans la nouvelle génération qui est en train de se radicaliser sur les questions d'écologie. Donc, et puis, il y a ces désaccords politiques. Le problème, c'est comment dire, quitte à rester un peu optimiste, la fameuse convergence des luttes dont on parlait depuis quelques années, je crois que, mine de rien, elle est plus simplement un concept depuis 4 ou 5 ans, depuis Nuit debout, depuis la loi travail, depuis les Gilets jaunes. Il y a des tas d'équipes syndicales, des militants de quartier, des militants antiracistes, écologistes qui ont appris à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est passer par des clashs, des engueulades, se dire des vérités, parce que à l'heure où je parle, on n'est toujours pas d'accord sur des sujets extrêmement importants, y compris dans la gauche radicale. Le problème, c'est comment avoir l'espoir de dénouer ce qui nous rassemble de ce qui nous sépare. Et à part sur la base d'une pratique, je ne vois pas comment on peut faire. Donc nous, on ne fait pas une proposition unitaire, plutôt une proposition de méthodologie. Voilà. De coordonner la gauche de lutte, c'est-à-dire répondre, enfin je sais pas, comme tout le monde, je fais ce constat, j'arrête pas de croiser des militants du PC, des militants de la France Insoumise, de lutte ouvrière, des antifas, des libertaires, des militants de quartier, écologistes qui disent on se retrouve tout le temps au quotidien, va bien falloir qu'à un moment ou à un autre on arrive à se faire entendre ensemble. Donc c'est ça l'enjeu, c'est tout le monde autour d'une table, on décide de la stratégie, au moins de la méthode de travail pour les luttes avant de penser la question électorale. Bon, le coup de la table, ouais, il faut se voir autour d'une table,
bon ça c'est toujours super important, mais des tables, on en a dressé plein et ça n'a pas super marché. Donc peut-être que, je sais pas, dans des assemblées, peu importe le lieu où on va se retrouver, mais à partir du moment où ça correspond à une pratique. Voilà. De toute façon, il vaut mieux se voir que pas se voir, ça c'est sûr. Ça ne peut pas concerner que les organisations politiques, il y a les organisations sociales, il y a tout ce qui se passe dans le mouvement social, et y compris en termes de... si la représentation politique est conçue à un moment donné, ce que moi j'ai tendance à croire comme une tâche militante et pas un rendez-vous avec l'histoire, alors aussi on peut trouver, y compris dans le cadre du mouvement social, plein de solutions pour tous nous rassembler. Derrière des personnes qui sont justement pas affiliées à telle ou telle organisation. Ça c'est pour régler justement peut-être les questions d'ego, les questions en réalité peut-être de pouvoir derrière, les questions de volonté hégémonique, mais ça passe par des discussions sur le contenu, sur le programme, mais des discussions vivantes, parce que sinon si on le fait en effet autour d'une table à froid pour faire que des colloques, là je suis méchant quand je dis ça parce qu'il en faut aussi, et nous les premiers on va proposer ça. Mais je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tous les cas, sur la base d'une pratique, là, comme tu le dis, devant nous, on va voir les retraites, la protection sociale, l'assurance chômage, la question des licenciements en ce moment, des services publics. Bon, soit on bégaye et on est chacun dans notre coin, soit on se dit, on se voit chaque semaine pour essayer d'établir un peu comme on l'avait fait au moment du traité constitutionnel européen. Pourquoi pas faire des estrades communes où on montre du bas jusqu'au plus haut notre volonté d'agir pour redonner un petit peu de confiance. Parce que je crois qu'aujourd'hui, qui c'est qui... à la gauche de la gauche, peu importe là aussi comment on l'appelle, peut se sentir le vent en poupe après les séquences qu'on est en train de connaître. Là, je pense que tout le monde est en désarroi et nous, notre volonté, c'est d'avoir une discussion fraternelle, honnête, sincère, mais unitaire avec tout ce milieu-là. L'anticapitalisme, c'est suffisant pour repenser un projet fédérateur à gauche? Ça dépend ce qu'on met derrière. Là aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter aux adjectifs, aux termes et aux étiquettes. Mais c'est pas ça qui a tué la gauche aussi, l'anticapitalisme, l'antilibéralisme, l'antimacronisme. Oui et non, parce que c'est aussi ce qui fédère. Tu regardes dans les manifestations des Gilets jaunes, moi j'ai vu des manifs de ouf, on était rue de Rivoli, et là j'entendais des milliers et des milliers et des milliers de personnes, et là-dedans, il n'y avait pas que des militants politiques qui criaient « Ah, anticapitaliste ». Donc c'est aussi des points de référence. Le bon terme, à la limite, on s'en fout. Le problème, c'est d'essayer de rassembler ceux qui cherchent à imaginer une autre société que la société actuelle et qui sont conscients qu'on ne peut pas s'accommoder simplement de bricolage ou de réformes qui, d'elles-mêmes, en s'accumulant, pourraient aller jusqu'au bout. Il faut quand même comprendre le degré de rupture qui est établi avec le cadre politique et institutionnel actuel. Surtout si tu prends un peu de recul, parce que là, en réalité... les vents mauvais, ils soufflent pas qu'en France. Quand tu prends un peu de hauteur, ça se passe en France, en Europe, dans le monde, partout, tu as une constante qui fait que les principaux partis qui tenaient le système sont discrédités, s'effritent, s'effondrent, voire disparaissent de la scène politique en quelques mois. Et ça, c'est lié à une nouvelle phase du monde dans lequel on est en train de rentrer. Je crois qu'on a un peu sous-estimé, y compris dans nos propres rangs, NPA inclus, le fait que le capitalisme mondialisé est peut-être en train de rentrer dans une nouvelle ère de son développement, qu'on n'est plus dans la phase de la mondialisation libérale telle qu'on l'a connue pendant 30 ans. Là, on voit qu'il y a la compétition économique entre les États, on nous reparle de frontières, on nous parle de guerre économique, on nous parle de guerre tout court. On comprend bref peut-être que la mondialisation capitaliste, elle a fait peut-être déjà un peu le tour du monde, que c'était pas sans fin, et que du coup, les mouvements de capitaux, ils finissent par tourner en rond, à chercher des marchés, des acquéreurs, ils n'en trouvent pas. Tout ça, ça fait naître plein de contradictions, ça déstabilise, ça fragilise le système institutionnel. Et le problème, c'est que pour l'instant, ça bénéficie d'abord et avant tout à des courants populistes, de droite, d'extrême droite, voire fascistes. Donc il y a le feu au lac, quoi. Justement, s'agissant de l'extrême droite, l'anti-macronisme, l'appel à un référendum anti-Macron pendant les élections européennes, on l'a vu, ça a quand même largement participé d'un vote utile, ou en tout cas d'un vote d'extrême droite, qui a amené Marine Le Pen, encore une fois, en tête de ces élections. C'était une erreur? De faire qu'une fixette sur Macron, oui, bien sûr, parce que la stratégie qui a été mise en place, elle est redoutable pour l'avenir et ça doit aussi nous questionner pour le futur. C'est-à-dire qu'on a les deux meilleurs ennemis du monde qui ont une stratégie, c'est-à-dire le pire adversaire de la classe ouvrière d'un côté, l'extrême droite, et le meilleur ami du capitalisme de l'autre côté, c'est-à-dire Macron. Et eux, ils peuvent jouer comme ça jusqu'aux prochaines présidentielles, c'est leur volonté. Le problème, c'est qu'on sait qu'à terme, vu le fait qu'il agace tout le monde, et qu'il a ce côté qui fait qu'il tombera à un moment ou à un autre d'une manière ou d'une autre, quand, je ne sais pas, mais cette espèce d'arrogance, de classe, je parle de Macron bien entendu, faut se préparer au fait qu'à un moment, ça ne sera pas justement ce rempart-là. Et on peut avoir une perspective où Marine Le Pen arrive au pouvoir, avec tout ce qui a été préparé pour elle, en plus, toutes les réformes libérales, et puis le tournant autoritaire qu'on est en train de connaître et qui est extrêmement important. Donc ça veut dire que faut...
Quand je dis tout remettre à plat, c'est pas faire le bing-bang, parce que ça, c'est des effets d'annonce. On a chacun notre expérience, notre histoire, notre programme. Il ne s'agit pas de le faire disparaître, mais de comprendre que là, la stratégie des uns et des autres, elle n'a pas fonctionné. Donc, il faut tenter autre chose. Quoi, comment, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il nous faut une pratique commune. Au-delà de la stratégie, il y a quand même la question du fond aussi. Par exemple, on l'a vu, notamment la France insoumise placer la question de la souveraineté populaire au cœur de leur programme. La question de souveraineté, enfin, le mot même, l'utilisation, l'usage de la souveraineté, ça vous parle, ça vous êtes à l'aise avec cette notion ? Ça fait partie des discussions. Et quand moi je parle de stratégie, c'est pas de la tactique. Moi je reprends l'expression de Daniel Ben Saïd, il disait le parti c'est une hypothèse stratégique, c'est-à-dire justement un outil qui, sur la base de nos expériences et de l'accumulation de nos consciences respectives, permettent de gagner en confiance et à imaginer un projet de société pour demain. Et dans les projets de société, il y a des discussions qui font encore des accords. Le rapport au pouvoir, le rapport à la politique, c'est-à-dire est-ce qu'on imagine le changement par le haut, autour d'une grande figure, donnez-nous le pouvoir et nous ensuite, rassurez-vous, on va vous permettre de tout changer, de vous impliquer. Moi, ça, j'y crois pas. Des discussions sur plus que la question du souverainisme, si c'est pour parler de souveraineté populaire, moi, ça ne me gêne pas. La souveraineté populaire, c'est la possibilité d'avoir une incursion de centaines de milliers de personnes pour reprendre le pouvoir démocratique, le pouvoir économique, répartir les richesses. Mais est-ce que l'échelle de la souveraineté populaire est forcément préétablie, déjà configurée à l'échelle nationale? Non, historiquement, c'est pas vrai. C'est pas le cas non plus aujourd'hui. Elle peut être à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Donc, derrière le souverainisme et le protectionnisme et la question des frontières, bon, il y a eu aussi ces discussions un peu chaudes qu'on a eues, que j'ai eues notamment avec une partie de la France insoumise, sur derrière ce que ça signifie notamment pour la liberté ou non d'installation et de circulation pour là les individus. Voilà. Donc ces discussions, comment dire, des sujets de clash, va y en avoir. Hein. Moi, je fais pas le béni oui-oui en disant maintenant on est tous d'accord. C'est absolument pas le cas. Le problème, c'est d'essayer de trouver une méthodologie pour discuter sur la base d'une pratique qui nous permet de dire à nous-mêmes et aux autres, bon, là on est d'accord, là on ne l'est pas. Est-ce qu'on peut aller plus loin ou pas? J'en sais rien. Mais on sera d'autant plus crédible vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du camp social qu'on a la volonté de chercher pas à représenter, mais en tous les cas à donner un débouché politique, que si on est efficace pour la mobilisation. Et là, pour l'instant, c'est là-dessus qu'on est à l'ouest. Hein. J'ai une dernière question, Olivier Besancenot, 2022, ça se prépare maintenant. Je sais que vous n'allez pas aimer la question du tout, mais qui? Ouais, je la vois arriver au grand galop. C'est qui l'alternative? C'est un grand piège pour la gauche radicale. Là, si on repart comme ça, c'est mort. Mais c'est vraiment mort. Alors, c'est pas la première fois que je le dis, mais là... Mélenchon, il avait quand même suscité, réveillé un espoir en 2017. Oui, mais absolument, qui est indéniable, avec des mobilisations massives, coordonnées espoir aussi. Bon, mais maintenant, là, je crois que tout le monde est capable de comprendre qu'on a bien compris qu'il n'y a pas un courant à lui seul qui pouvait prétendre incarner l'ensemble des radicalités sociales et politiques qui s'expriment à la gauche de la gauche. Et puis, il n'y aura pas de raccourci. D'accord, ça se prépare sur le terrain des luttes 2022. Évidemment, d'ici à 2022, il y a plein de luttes, il y a plein d'enjeux sociaux et aussi la montée de l'extrême droite qu'il va falloir, sans doute, sur laquelle il va falloir se mobiliser. Mais 2022 est une échéance quand même que beaucoup attendent. Mais c'est une échéance politique, ça sera une échéance politique. Et puis, il y aura les municipales avant. Mais le problème, c'est, est-ce que oui ou merde, dans la gauche radicale, on peut se dire à un moment donné que le moyen de nous rassembler, ça ne va pas d'abord être les échéances électorales. Parce que... modestement, j'ai l'impression que cette stratégie n'a pas fonctionné là depuis le temps. Alors après, on pourra me renvoyer la balle en disant « Et toi, mon coco, t'as fait quoi ?» Bon, bah, j'y suis pas arrivé plus que les autres. Mais là, notre problème à nous, c'est qu'on vient de vivre une séquence électorale. C'est pas comme si on sortait de rien, on vient d'en connaître une. Et soi-disant, on était tous à l'unisson pour dire « Ce mouvement, il nous interpelle, on va être ensemble ». On n'a pas été ensemble. Moi, dans les réunions publiques, j'en ai fait pendant la campagne. La fameuse question qui tue, c'est comment on fait pour rassembler la gauche de la gauche? Ben, moi, je répondais on pourra peut-être commencer le samedi. Déjà pour être pragmatique. Et même ça, pour l'instant, alors le samedi et les samedis suffisent pas. Hein. Là aussi, on pourrait peut-être faire fructifier un petit peu nos expériences respectives pour en faire profiter au mouvement des Gilets jaunes, à ceux qui sont politisés dans ce mouvement-là, pour dire que justement, trouver une stratégie des luttes, c'est pas simplement manifester, c'est discuter des mouvements d'occupation, de blocage, de la grève qui est indispensable, faire cette jonction, cette passerelle entre le mouvement ouvrier des Gilets jaunes, qui a été amorcé, mais qui a été simplement amorcé. Et là, le problème, c'est que si cette séquence-là se termine par un rendez-vous historique manqué entre le mouvement ouvrier traditionnel dont on fait partie et le mouvement des Gilets jaunes, c'est une mauvaise augure pour la suite, parce que moi, je considère que ce type de lutte-là, c'est devant nous. C'est-à-dire qu'il faut
Et c'est de comprendre qu'on est dans une phase longue de renouvellement des luttes. Ce n'est pas simplement un épiphénomène ce qui vient de se passer. À partir du moment où les stratégies traditionnelles ont échoué, et les travailleurs, les exploités, les opprimés, ils vont prendre ce qui leur paraîtront de plus efficace pour tenter d'avancer. Donc ça nous surprendra, ça nous interpellera, mais voilà, je pense que ça c'est devant nous. Donc à nous d'essayer de voir si on peut y aller en ordre le plus soudé possible plutôt qu'en ordre dispersé. Merci beaucoup Olivier Besancenot. Merci à vous.